Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer la formule de Taylor avec reste intégral. Le théorème dont il est question s'énonce comme suit. On choisit I un intervalle de R, on considère A et B deux points de cet intervalle, et on considère N un antinaturel. Le théorème nous dit que si on choisit F une fonction de classe Cn plus 1 de I dans R, alors on dispose de l'égalité suivante. F de B s'exprime comme cette somme-là plus cette intégrale. Avant de chercher une idée de démonstration, puis de démontrer ce théorème, je te propose d'essayer de comprendre de quoi il s'agit. Marcel nous rappelle que dans l'émission précédente, dans laquelle j'ai présenté l'idée fondatrice des formules de Taylor, on avait réussi à comprendre que f de b était à peu près égal à cette somme-là qu'on voit dans le théorème. Et une critique qu'on avait émise à la fin de cette émission, c'est quel est le sens qu'on peut vraiment donner à ce symbole à peu près égal, ici. La réalité, tout simplement, c'est que pour comprendre à quel point les quantités de part et d'autre de ce symbole diffèrent, eh bien je peux calculer la différence entre ces deux termes, tout simplement. Mais en y réfléchissant, on se dit que c'est pas forcément très commode, parce que à gauche on a f de b, c'est très bien, mais à droite on a une somme de n plus un terme. Et justement, la formule de Taylor avec reste intégral nous permet de faire mieux que ça. Elle nous permet de dire que la différence entre ces deux termes-là, ça vaut l'intégrale qui apparaît dans le théorème à droite de l'égalité. Et donc, pour terminer cette introduction, eh bien il va s'avérer que dans bien des cas, l'intégrale sera plus agréable à manipuler que la différence qu'on a écrite juste en dessous. Par exemple, s'il s'agit de majorer la valeur absolue de cette quantité, eh bien, en utilisant l'expression de cette quantité comme une intégrale, on pourra utiliser des outils puissants de l'analyse comme l'inégalité triangulaire, par exemple. À présent, il est temps de nous mettre à la recherche de quelques pistes de démonstration. En l'occurrence, tu sais peut-être que ce théorème, on peut le démontrer par récurrence. Mais comme je l'explique dans mon livre Le petit manuel de la colle, ainsi que dans bien d'autres émissions, il ne s'agit pas seulement de retenir qu'on fait une récurrence. Il s'agit plutôt de comprendre pourquoi on aurait l'idée naturelle de mettre en œuvre un raisonnement par récurrence. Une idée très générale qui fonctionne très souvent en mathématiques, c'est de raisonner sur des exemples. En l'occurrence, on va considérer une fonction f de classe C1 de I dans R. C'est-à-dire, on va se placer dans le cas du théorème pour n égale 0. Et dans ce cas, le théorème prétend que f de b est égal à f de a plus l'intégrale de a à b de f'. Et ça, on sait que c'est vrai. Et ça provient d'ailleurs du théorème fondamental de l'analyse qu'on applique à la fonction f', qui est une fonction continue de I dans R. Ce théorème, c'est celui qui nous explique qu'on peut calculer l'intégrale d'une fonction, c'est-à-dire l'aire qu'il y a sous une portion de sa courbe représentative, comme la différence entre deux valeurs d'une de ses primitives. Ceci, ça correspondrait à l'initialisation de notre raisonnement par récurrence. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas compris comment on allait pouvoir mettre en place l'hérédité. On va donc se lancer dans l'étude du cas suivant, c'est-à-dire qu'on va choisir une fonction f qui va être de classe C2 de I dans R, dans ce cas. Et on va dire qu'on souhaite établir l'égalité f de b est égal à f de a plus b moins a f' de a, donc cette fois il y a ce terme qui apparaît dans la somme, plus l'intégrale de a à b de b moins t f seconde de t par rapport à t. Une idée naturelle, ça va être de comparer ce résultat qu'on souhaite établir avec le résultat qu'on vient de démontrer grâce au théorème fondamental de l'analyse. Et notamment, il va être très intéressant de comparer les deux intégrales dont on dispose dans ces résultats-là. En l'occurrence, en regardant attentivement f' et f seconde, il survient naturellement l'idée de procéder à une intégration par partie. Cette idée, si elle ne t'est pas naturelle, eh bien tu pourras la retrouver exposée plus en détail dans ces émissions-là qui concernent justement cette technique d'intégration. Et d'un point de vue technique, si on veut dériver le f' dans la première intégrale, eh bien il va s'agir de primitiver ce qui reste, ce qu'on va faire apparaître avec un 1, ici. Mais cette fonction constante égale à 1, on ne va pas la primitiver en la fonction qui a t associée t. Si tu as bien regardé l'émission précédente, normalement, tu devrais avoir une petite idée de ce dont je parle. Voilà qui termine complètement notre période de recherche. Parce qu'à présent, on est vraiment armé pour raisonner par récurrence.
on a compris que notre hérédité allait se fonder sur une technique d'intégration qui s'appelle intégration par partie. À présent, il est temps de nous faire un peu de place et de nous lancer dans la démonstration. Ce qu'on va écrire, c'est qu'on raisonne par récurrence, et on va noter, pour tout entier naturel n, l'hypothèse de récurrence au rang n, qui est, eh bien, ce sont les résultats que doivent vérifier toutes nos fonctions f de classe Cn plus 1 de i dans R, tout simplement. La première chose qu'on va écrire, c'est que l'hypothèse de récurrence au rang 0 est vérifiée. En effet, j'ai déjà démontré ce résultat dans la phase de recherche. On avait reconnu que l'hypothèse de récurrence au rang 0, ce n'était rien d'autre que le théorème fondamental de l'analyse appliqué à la fonction f'. Mettons en place la structure logique qui permet d'établir l'hérédité. On va prendre n un entier naturel, tel que l'hypothèse de récurrence au rang n est vraie. On va choisir une fonction f de classe Cn plus 2, puisqu'on doit établir un résultat pour toute fonction de classe Cn plus 2, et on va dire qu'en particulier, comme cette fonction est aussi de classe Cn plus 1, puisqu'elle est de classe Cn plus 2, on peut lui appliquer le résultat qui est issu de l'hypothèse de récurrence au rang n, c'est-à-dire f de b, qui est égal à cette somme plus cette intégrale-là. Et à présent, comme on se l'est suggéré grâce à la phase de recherche, eh bien il va s'agir de procéder à une intégration par partie, en primitivant cette expression-là et en dérivant celle-ci. Avant cela, j'aimerais revenir sur une petite idée que j'avais laissée en suspens dans la phase de recherche. Pour n égale 1, il s'agissait d'intégrer par partie cette expression-là. Et je t'avais dit que je n'allais pas primitiver la fonction constante égale à 1 par la fonction qui a t associée t. As-tu eu le temps de comprendre pourquoi ? Eh bien c'est parce que si je dois primitiver la fonction constante égale à 1, au vu des bornes d'intégration, seules ces deux primitives-là me viennent en tête. Parce qu'en effet, dans le crochet de l'intégration par partie, prendre l'une de ces deux primitives me permettra aussitôt d'obtenir un terme qui vaut 0. Autrement dit, en décalant l'origine, c'est-à-dire en me plaçant soit en A, soit en B, j'obtiens directement un terme nul, plutôt que deux termes non nuls. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à procéder à cette intégration par partie avec la deuxième primitive. Ce sera un excellent complément à la démonstration que je vais achever ici, par récurrence. Alors allons-y pour l'intégration par partie, la vraie cette fois. Je veux dire que les fonctions qui à t associent moins b moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, donc la primitive de la première partie de l'expression, en faisant attention au signe moins, qui vient d'une composée de fonctions, et la fonction qui à t associe la valeur de la dérivée n plus unième de f en t, ces deux fonctions-là sont des fonctions de classe C1 sur i par hypothèse sur f. En effet, la fonction f est de classe Cn plus 2, et donc sa dérivée n plus unième est de classe C1. Et donc on va pouvoir calculer, par intégration par partie, eh bien la valeur de cette intégrale, qu'on a écrite juste au-dessus. L'intégration par partie nous dit que cette intégrale est égale à la valeur de ce crochet, moins la valeur de cette intégrale-là. Et je fais apparaître un signe plus, en épongeant le signe moins qui vient de la primitive de la première partie de l'expression. Et c'est là qu'on se félicite d'avoir choisi la fonction qui a t associe t moins b comme primitive de la fonction constante égale à 1 lors de la première intégration par partie. Parce que le terme en t égale b du crochet vaut 0. Et il faut bien comprendre que c'était le but de la manœuvre, de faire cette étrange intégration par partie. C'est vraiment une technique d'intégration que je t'invite à retenir. Cela pourra simplifier considérablement certains calculs. Et donc, du crochet, il ne reste que le terme en t égale a, c'est-à-dire celui-ci, plus cette intégrale-là qu'on ne touche pas. À partir de là, en réalité, on a exactement le résultat qu'il nous faut. On peut partir de cette équation-là, qu'on avait par hypothèse de récurrence au rang n, et en remplaçant la valeur de l'intégrale par celle qu'on vient de trouver à l'issue de notre calcul, on tombe directement sur le résultat demandé. Faisons-nous un peu de place pour l'écrire correctement. On va dire que par les deux égalités que j'ai désignées comme ceci, f de b s'écrit comme la somme de k égale 0 à n plus 1 des b moins a puissance k sur k factoriel dérivé km de f en a, le n plus unième terme étant celui-ci, plus l'intégrale qui nous reste et qui est exactement celle qu'il nous faut pour établir l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1. Donc on va écrire que l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1 est vraie, ce qui achève ce raisonnement par récurrence.
Voilà qui termine la démonstration de la formule de Taylor avec reste intégral. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.